Votre médecin vient de vous programmer pour un dépistage de routine. Vous n'avez pas posé de questions. Vous ne le faites jamais. Mais ce que je suis sur le point de vous dire pourrait changer cela pour toujours. Parce qu'après plus de 20 ans à pratiquer la médecine interne et à travailler étroitement avec des personnes âgées, je peux vous dire ceci avec une certitude absolue. Certains des examens que votre médecin prescrit après 65 ans ont plus de chances de vous nuire que de vous aider. Et la plupart des médecins ne le diront jamais à voix haute. Je m'appelle le docteur Alex Hélier et j'ai consacré toute ma carrière à aider les patients de plus de 60 ans à naviguer dans l'une des parties les plus déroutantes de la médecine. Savoir quand agir et savoir quand ne pas intervenir. Et aujourd'hui, je dois partager quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a probablement dit sur la médecine préventive. Il y a 4 bilans médicaux de routine que je ne ferai pas après l'âge de 65 ans. Non pas parce que je ne crois pas en la médecine, j'y crois, mais parce que j'ai vu encore et encore ce qui se passe lorsque ces examens trouvent quelque chose dans le corps d'une personne de 70 ou 75 ans. Et ce qui se passe n'est pas toujours ce à quoi vous vous attendriez. Avant de vous présenter chacun d'eux, vous devez comprendre un concept. Il changera chacune de vos conversations médicales à partir de maintenant. Il s'appelle l'effet cascade. Voici comment fonctionne la cascade. Vous passez un examen de routine. L'examen trouve quelque chose. Ce quelque chose ressemble à un problème potentiel. Votre médecin prescrit donc un autre examen pour y regarder de plus près. Cet examen trouve quelque chose de légèrement différent. Une orientation vers un spécialiste s'ensuit. Le spécialiste recommande une petite intervention juste pour être sûr. L'intervention entraîne une complication. La complication nécessite un traitement et 6 mois plus tard, une personne qui s'était rendue dans une clinique en se sentant parfaitement bien gère désormais 3 nouveaux diagnostics, prend 2 nouveaux médicaments et est moins autonome qu'au début de tout cela. J'ai vu cette séquence exacte se produire plus de fois que je ne peux en compter. Non pas parce que les médecins sont négligents, mais parce que la médecine a été conçue pour trouver des choses. Et une fois que quelque chose est trouvé, le système est construit pour y répondre. Le problème est que toutes les découvertes dans un corps vieillissant n'ont pas besoin d'une réponse. Voici une deuxième chose que vous devez comprendre. La plupart des recommandations médicales ont été élaborées à partir de recherches menées sur des adultes plus jeunes. Elles ont ensuite été étendues vers le haut pour s'appliquer aux patients âgés, sans preuve spécifique pour ce groupe d'âge plus avancé. Le calcul risque-bénéfice qui rend un examen judicieux à 50 ans peut être complètement différent à 70 ans. Et ce recalcul n'a presque jamais lieu dans la salle de consultation avec vous. Laissez-moi vous parler d'une patiente que j'appellerai Théodora. Théodora avait 73 ans, ancienne enseignante, active, indépendante, mentalement vive. Elle s'est rendue à son bilan annuel en se sentant parfaitement bien. Son médecin, suivant les recommandations standards, a prescrit une batterie complète de dépistage de routine. L'un de ces dépistages, un examen que je vais nommer dans quelques minutes, est revenu avec un résultat anormal. Ce qui a suivi au cours des 9 mois suivants a été une cascade que personne n'avait planifiée et que personne n'avait prévu. 3 examens supplémentaires, 2 orientations vers des spécialistes, une intervention mineure qui a causé un léger saignement. Le saignement a nécessité une surveillance. La surveillance a nécessité un médicament. L'un de ces médicaments a causé des vertiges et Théodora, qui avait été totalement indépendante, est tombée dans sa salle de bain et s'est fracturé la hanche. Elle s'en est remise, mais elle n'a jamais tout à fait retrouvé son niveau d'autonomie antérieure. La découverte initiale de ce premier examen a finalement été jugée sans signification clinique.
Elle n'allait jamais lui causer de tort. Mais le processus d'investigation, lui, en a causé. Nous reviendrons à Théodora, car la question qu'elle m'a posée pendant sa rééducation est une question que je crois que chaque personne âgée dans ce pays mérite de poser à son médecin avant d'accepter tout dépistage. Bilan numéro 1, les scanners corps entier de routine. Le scanner corps entier a été largement commercialisé auprès des adultes soucieux de leur santé comme l'outil de prévention santé ultime. Vous obtenez un scanner complet du cou au pelvis. La machine vérifie tout et vous repartez en sachant exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cela semble être la chose la plus intelligente que vous puissiez faire pour votre santé. Voici le problème. Lorsqu'on scanne un corps entier à 65 ans ou plus, on trouvera presque toujours quelque chose. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que les corps humains accumulent des modifications incidentes avec l'âge. De petits nodules dans les poumons qui sont là depuis des décennies sans jamais causer de problème. De minuscules kystes sur le foie ou les reins qui sont complètement bénins. Des anomalies mineures dans la colonne vertébrale qui relèvent du vieillissement structurel normal. Le terme médical pour ces découvertes est incidentalum. Ce sont des découvertes faites par hasard qui ne causaient aucun symptôme et n'en auraient jamais causé. Mais voici ce qui se passe lorsque le compte-rendu du scanner revient avec ces découvertes. Votre médecin est légalement et professionnellement obligé de les investiguer. La cascade commence donc. Un nodule pulmonaire implique des scanners de suivi tous les 6 mois pendant 2 ans. C'est une dose de rayonnement significative qui s'accumule dans un corps déjà moins efficace pour réparer les dommages à l'ADN causés par les rayonnements. Parfois, les scanners de suivi semblent légèrement différents, ce qui déclenche une biopsie. Les biopsies du tissu pulmonaire chez les personnes âgées comportent des risques de saignement et d'affaissement du poumon. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que le dépistage par scanner corps entier a conduit à des examens diagnostiques supplémentaires chez 37% des participants et que la plupart de ces découvertes se sont avérées cliniquement sans importance. Pendant ce temps, les examens secondaires ont causé de réelles complications à de vraies personnes. Le rayonnement d'un seul scanner corps entier équivaut à environ 3 ans de rayonnement naturel de fond. À 65 ans, vos cellules réparent les dommages à l'ADN induits par les rayonnements plus lentement qu'à 40 ans. Les scanners répétés aggravent cela. La question à poser avant tout scanner: ai-je des symptômes que ce scanner est spécifiquement destiné à investiguer? Si la réponse est non, réfléchissez très soigneusement avant d'accepter. Bilan numéro 2, la densitométrie osseuse de routine après 80 ans. La densitométrie osseuse DEXA mesure la densité osseuse et est utilisée pour dépister l'ostéoporose. Pour les femmes dans la fin de la cinquantaine et la soixantaine, c'est réellement utile. Détecter une faible densité osseuse à cet âge crée l'opportunité d'intervenir avec des médicaments et des changements de mode de vie qui peuvent réduire significativement le risque de fracture au cours de la décennie suivante. Mais après 80 ans, le calcul change de manière significative. Voici ce qui se passe lorsqu'une densitométrie DEXA de routine révèle une ostéoporose chez un patient de 80 ou 85 ans. La réponse clinique standard consiste à prescrire des médicaments bisphosphonates tels que l'alendronate ou l'acide zoledronique. Ces médicaments sont efficaces pour augmenter les valeurs de densité osseuse lors des scanners ultérieurs. Cependant, des recherches publiées dans le British Medical Journal et le New England Journal of Medicine ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant l'utilisation de ces médicaments chez les patients très âgés. La première préoccupation est une affection rare mais grave appelée fracture atypique du fémur. Avec une utilisation prolongée des bisphosphonates, la structure osseuse peut paradoxalement devenir plus fragile de façon spécifique, entraînant des fractures de l'os de la cuisse qui surviennent avec un effort minimal
et sont extrêmement difficiles à réparer chez les patients âgés. La deuxième préoccupation est l'ostéonécrose de la mâchoire, une affection où l'os de la mâchoire commence à mourir, particulièrement associée à ces médicaments chez les personnes âgées qui subissent des interventions dentaires. Voici le point essentiel. Après 80 ans, l'objectif de prévenir la fracture de la hanche est mieux atteint, non pas en traitant un chiffre de densimétrie avec des médicaments, mais en s'attaquant directement au risque de chute. Les programmes de prévention des chutes, la musculation pour l'équilibre, les aménagements de sécurité à domicile, les révisions médicamenteuses pour identifier les médicaments qui causent des vertiges, ces interventions ont de solides preuves pour réduire les fractures réelles. Une densitométrie DEXA qui mène à un médicament sans une conversation sur la prévention des chutes s'attaque à la mesure plutôt qu'au vrai problème. Si une densitométrie DEXA est suggérée après 80 ans, la question clé est: le résultat de cet examen changera-t-il le plan de traitement au-delà de ce qu'une évaluation de prévention des chutes recommanderait déjà? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes clairement investi. Vous voulez voir ce qui vient ensuite, mais la plupart des spectateurs apprécient le contenu et font défiler sans s'abonner. Si cette vidéo vous touche vraiment, appuyez sur s'abonner, ça prend 1 seconde. Sinon, vous oublierez probablement que cette chaîne existe et passerez à côté de beaucoup de contenus éducatifs de qualité à venir. Bilan numéro 3, l'échographie des artères carotides sans symptômes. Les artères carotides sont les 2 grands vaisseaux sanguins de chaque côté du cou qui transportent le sang vers le cerveau. Elles peuvent développer des dépôts de plaques graisseuses au fil du temps, ce qui rétrécit l'artère et peut potentiellement provoquer un AVC si un morceau de plaque se détache. L'échographie carotidienne est prescrite de manière routinière dans de nombreuses cliniques pour les personnes âgées comme mesure de prévention des AVC. En apparence, cela semble tout à fait logique. Trouver le problème, le régler avant qu'un AVC ne survienne. Cette logique est séduisante. Les preuves ne la soutiennent pas entièrement. Voici le problème crucial. La procédure utilisée pour traiter le rétrécissement significatif des artères carotides s'appelle l'endartériectomie carotidienne. C'est une opération chirurgicale qui ouvre l'artère et retire la plaque. Cette chirurgie comporte elle-même un risque de provoquer un AVC pendant ou immédiatement après l'intervention, car perturber de la plaque dans une artère proche du cerveau est une intervention intrinsèquement délicate et risquée. Chez les patients qui ont déjà présenté des symptômes, un mini-AVC ou un AIT, la chirurgie carotidienne présente des preuves claires de bénéfice. Mais chez les patients sans aucun symptôme, plusieurs grandes études, notamment les essais ACST et ACAS, ont montré que pour les patients asymptomatiques de plus de 70 ans, le risque chirurgical d'AVC est égal ou dans certains cas supérieur au risque d'AVC de ne rien faire et de gérer le patient avec des médicaments seuls. En d'autres termes, l'examen trouve quelque chose, ce quelque chose est opéré et l'opération provoque exactement l'événement qu'elle était censée prévenir. Les recommandations de l'American Heart Association sont claires. Le dépistage de routine par échographie carotidienne chez les adultes sans symptômes n'est pas recommandé comme pratique standard. Pourtant, il continue à être prescrit régulièrement. Si votre médecin recommande une échographie carotidienne et que vous n'avez aucun symptôme d'AVC ou d'AIT, demandez directement. Si cet examen révèle un rétrécissement, quel est le risque d'AVC de la chirurgie par rapport au risque d'AVC de simplement optimiser mes médicaments pour la tension artérielle et le cholestérol à la place? Demandez les 2 chiffres. Vous avez droit aux 2 chiffres. Bilan numéro 4, le cathétérisme cardiaque agressif après un test d'effort positif sans symptômes. J'ai gardé celui-ci pour la fin parce que c'est celui qui a les conséquences potentielles les plus graves. Et c'est le bilan que je crois avoir le plus fort potentiel de nuire plutôt que d'aider chez les patients asymptomatiques de plus de 65 ans. Voici comment ce scénario se déroule généralement. Un patient de plus de 65 ans passe un test d'effort cardiaque de routine. Il n'a pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement à l'effort, pas d'évanouissement,
aucun symptôme d'aucune sorte. Mais le test est prescrit de manière routinière comme mesure préventive. Le test d'effort revient avec un résultat anormal. Le cardiologue recommande un cathétérisme cardiaque, une procédure où un tube fin est inséré par une artère du poignet ou de l'aine, guidé jusqu'aux artères coronaires, et un produit de contraste est injecté pour imager directement les vaisseaux sanguins du cœur. Le cathétérisme est une procédure invasive et comporte de réels risques pour les patients âgés. Saignement au site d'insertion, lésions artérielles, dommages rénaux causés par le produit de contraste, particulièrement graves chez les patients âgés dont la fonction rénale est réduite, et un risque faible mais réel d'AVC pendant la procédure elle-même en raison de minuscules bulles d'air ou de fragments de plaques qui peuvent être déplacés par le cathéter. Voici la conclusion dévastatrice des essais Courage et Ischemia, 2 études de référence publiées dans le New England Journal of Medicine. Chez les patients atteints d'une maladie coronarienne stable et sans symptômes significatifs, une intervention agressive par cathétérisme et stenting ou pontage coronarien ultérieur n'a pas réduit le taux d'infarctus ou de décès par rapport au traitement médical optimal seul. Les médicaments gèrent ces patients tout aussi bien avec un risque bien moindre. Cela signifie que pour un adulte âgé sans symptômes cardiaques, un test d'effort positif menant à un cathétérisme et à la pose d'un stent peut exposer à tous les risques procéduraux sans apporter aucun des bénéfices protecteurs que ces mêmes médicaments auraient de toute façon fournis. Le test d'effort a un taux élevé de faux positifs chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes. Un résultat positif chez un patient sans symptômes déclenche une série d'événements que la recherche dit ne pas être nécessaires et susceptibles de causer du tort. Avant d'accepter un cathétérisme cardiaque, demandez directement à votre cardiologue « Est-ce que j'ai des symptômes ?» Et si ce n'est pas le cas, que montrent les preuves sur les résultats pour des personnes comme moi qui sont traitées par médicaments par rapport à celles qui font la procédure? La réponse devrait être une conversation, pas une ordonnance de référence. J'avais promis de revenir à Théodora après sa guérison. Au cours d'une de nos conversations, elle m'a posé une question à laquelle je pense chaque jour. Elle m'a dit « Docteur, si j'avais su quelle question poser avant ce premier examen, quelle aurait-elle été ?» Je lui ai dit que la réponse est toujours la même. La question est « Si cet examen trouve quelque chose, que ferons-nous à ce sujet? Et est-ce que cela vaut la peine d'être fait à mon âge et dans mon état de santé actuel? » C'est tout. Cette seule question posée avant d'accepter tout dépistage force la conversation que le système n'est pas conçu à avoir automatiquement avec vous. Elle oblige le médecin à réfléchir à la cascade avant qu'elle ne commence. Elle vous place au centre de la décision. Théodora m'a dit qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui enseigne cette question 30 ans plus tôt. Je vous l'enseigne maintenant. Permettez-moi de récapituler tout cela avec clarté et assurance. 4 bilans médicaux qui méritent une réflexion très approfondie avant d'y consentir après 65 ans. Les scanners corps entiers de routine qui trouvent des anomalies incidentes, presque garantis de déclencher des cascades d'investigation pour des découvertes qui n'allaient jamais vous nuire, tout en délivrant des rayonnements accumulés à un corps qui répare ses dommages de plus en plus lentement chaque année. La densitométrie osseuse de routine après 80 ans qui mène à des médicaments bisphosphonates au risque sérieux chez les patients très âgés, alors que les programmes de prévention des chutes ont des preuves plus solides pour réduire les fractures réelles. L'échographie carotidienne sans symptômes ou la chirurgie déclenchée par les découvertes peut comporter un risque d'AVC égal ou supérieur au risque d'AVC de ne rien faire et d'optimiser les médicaments à la place. Et le plus important, le cathétérisme cardiaque agressif après un test d'effort positif chez un patient sans symptômes cardiaques ou des essais de référence montrent que le traitement médical seul obtient les mêmes résultats sans les risques procéduraux qui peuvent provoquer
exactement les événements que vous tentiez de prévenir. Rien de tout cela ne signifie éviter votre médecin. Je le dis clairement et je le dis une seule fois. La médecine préventive sauve des vies. La gestion de la tension artérielle, le contrôle du diabète, la vaccination, les contrôles de la vision et d'audition, les révisions médicamenteuses annuelles. Tout cela est précieux et important. Ce que je vous demande de faire, c'est d'aller à ces rendez-vous préparés. Apportez cette question avec vous. Écrivez-la sur un bout de papier si nécessaire. Si cet examen trouve quelque chose, que ferons-nous à ce sujet ? Et est-ce que cela vaut la peine d'être fait pour quelqu'un de mon âge ? Posez-la avant tout dépistage, à chaque fois. Votre médecin aura soit une bonne réponse, auquel cas allez-y avec confiance, soit il n'aura pas de réponse claire, et cela en soi vous dit quelque chose d'important. Lequel de ces 4 bilans vous a le plus surpris ? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. Et si vous avez vous-même vécu une cascade médicale ou un examen vous a mené quelque part d'inattendu, partagez-le dans les commentaires également. Votre expérience pourrait aider quelqu'un assis dans une salle d'attente en ce moment même à prendre une meilleure décision. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, qui a plus de 65 ans et qui se rend à chaque dépistage programmé sans poser une seule question. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour sa santé aujourd'hui est peut-être de lui donner cette unique question qui change tout. Abonnez-vous pour d'autres conversations médicales honnêtes qui vous donnent le contrôle de vos propres décisions de santé. Je suis le docteur Alex Hellier, vous méritez toujours le tableau complet. Avertissement, tout ce qui est partagé dans cette vidéo est une information médicale générale basée sur des recherches publiées et des recommandations cliniques. Il ne s'agit pas de conseils médicaux personnels pour votre situation individuelle. Le parcours de santé de chaque personne est différent et certains individus peuvent avoir des raisons médicales spécifiques pour lesquelles ces dépistages sont appropriés pour eux malgré leur âge. Avant d'apporter tout changement à vos soins médicaux planifiés, veuillez avoir une conversation approfondie avec votre propre médecin. Cette vidéo est un point de départ pour cette conversation, pas un remplacement.